Chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier l'administratrice Madame Urvois qui m'a accompagné dans ce travail, ainsi que ma collaboratrice Marie Grandjean. Alors, dans une première partie, je vous expliquais pourquoi je rends un avis défavorable sur le volet énergie du projet de budget 2025. D'abord, parce qu'on est bien loin des engagements de la France, notamment auprès de l'Union européenne et du PNIEC qui a été rendu au mois de juillet. On a un budget de la mission écologie, développement et mobilité durable qui est en légère augmentation, certes, mais une augmentation qui en vérité en trompe-l'œil. Si on regarde le programme 174, énergie, climat et après-mine, on a une forte diminution. Alors ça s'explique en partie parce qu'il y a un transfert des crédits de MaPrimeRénov' dans une autre enveloppe, mais au passage, cette enveloppe a subi une forte diminution. Mais on a également une diminution de tout ce qui concerne le verdissement de l'automobile, du fonds vert qui permet la transition énergétique dans les territoires, de l'ADEME et notamment du fonds chaleur. Au total, 3,5 milliards en moins pour les ménages et les collectivités pour la transition énergétique. Ce sont pourtant des dispositifs qui sont efficaces. On voit par là que entre la dette financière et la dette écologique, entre les créanciers et les générations futures, eh bien, M. Bernier n'a pas choisi les générations futures. Mais il n'a pas plus choisi les générations actuelles, notamment en ce qui concerne l'accès à l'énergie, puisque par exemple sur la question du chèque énergie, on voit qu'il n'y a aucune revalorisation dans ce budget et même une fragilisation du recours à ce dispositif. Quant à la fameuse taxe de l'assise sur l'électricité, la TICFE, qui a été battue en hémicycle la semaine dernière, le gouvernement s'engage à une baisse des factures de 9% par rapport à cette année, même si la taxe augmente, sauf que c'est un engagement qui ne figure que dans l'exposé des motifs, et comme la décision sera prise au mois de janvier, bien malin celui qui dira quel sera le gouvernement au mois de janvier. Donc on a une taxe qui va augmenter à un minimum de 35 € par mégawattheure alors qu'elle était à 22 € environ cette année, et alors que, comme l'a rappelé la présidente, les tarifs au TRV ont augmenté de 43% en 3 ans. Sur le programme 345, service public de l'énergie, c'est là qu'est la hausse en trompe-l'œil, puisque certes on a une augmentation des charges de service public de l'électricité sur les renouvelables de 6 milliards, mais si finalement un niveau qu'on avait avant crise, et ce sont des dépenses obligatoires qui tiennent au mécanisme de soutien aux énergies renouvelables dans le pays. La vérité, c'est que les dépenses sur les ENR sont bridées par une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est désormais obsolète. Et d'ailleurs, on attend depuis 1 an et demi maintenant une loi de programmation énergie-climat en bonne et due forme, une loi qui était prévue dans la loi énergie-climat de 2019. Donc c'est le 4e gouvernement qui est hors la loi, finalement, du point de vue de cette loi. Ce qui nous amène à la deuxième partie et à ma partie thématique que j'ai choisi de consacrer au nucléaire et à ses coûts, puisqu'il est urgent de débattre de politique énergétique et de l'option nucléaire. Si je parle d'option, c'est parce que quand on regarde les rapports de RTE ou de l'ADEME, eh bien, on voit qu'il n'y a aucun scénario de décarbonation sans un déploiement massif des renouvelables, alors qu'il y a plusieurs scénarios sans nouveau nucléaire. Le nucléaire pose un certain nombre de problèmes sur la gestion des déchets, le risque d'accident. Il arriverait trop tard pour éviter des quantités gigantesques d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'est pas résilient aux conséquences du réchauffement climatique, et tout ça pour des dizaines de milliards d'euros. Il me semble donc nécessaire qu'en tant que législateur, on se demande s'il est bien raisonnable d'engager autant d'argent sur le dos des consommateurs et des contribuables pour un résultat aussi incertain, et alors qu'on a besoin de ces sommes pour le déploiement des renouvelables et leur intégration sur le réseau. Alors, dans mon rapport, j'ai étudié la question des coûts, et d'abord des coûts de ce qu'on a appelé le grand carénage, c'est-à-dire la prolongation des centrales existantes. Et ce qui ressort, c'est que ça va coûter cher, mais qu'il y a quand même encore des flous. La prolongation des centrales existantes, EDF y consacre déjà 4 à 5 milliards d'euros par an, et ce depuis 2014 et jusqu'à 2028. Et après 2028, eh bien, c'est pas grand-chose pour l'instant, on n'a pas de projection. La VD4, c'est-à-dire la 4e visite des Célanes, celle qui permet de prolonger les centrales au-delà de 40 ans, qui était leur durée de vie initiale, coûterait 4 fois plus cher qu'une VD3. Quant à la VD6, celle qui prolongerait les centrales au-delà de 60 ans, elle coûterait également plus cher que la VD5. À l'heure actuelle, les 2/3 de nos réacteurs vont dépasser les 60 ans dans la décennie 2040. Donc il y a un vrai enjeu, à savoir quelle va être la facture globale de la prolongation de ces centrales à 60 ans, au-delà de 60 ans comme certains le proposent, et quelles sont les certitudes technologiques et industrielles. Du coup, je fais une petite parenthèse sur la question de l'EPR de Flamanville, parce que c'est un objet qui est intéressant, puisque d'une certaine façon, c'est déjà du passé, c'est du futur qui se fait attendre, mais c'est toujours pas du présent, puisqu'on en est à 12 ans de retard
pour l'instant, puisqu'il n'est toujours pas connecté au réseau, avec une facture multipliée par 6, ça c'est l'estimation de 2020 de la Cour des comptes, on en est quelque part autour de 20 milliards d'euros en intégrant les coûts de financement, et le prix en sortie du kilowatt, du mégawattheure, c'est quand même ça qui intéresse aussi l'ensemble des consommateurs, que ce soit les ménages ou les entreprises ou les collectivités. Eh bien, un économiste comme Alain Grandjean rendait un article en 2020 qui faisait état d'un prix de 154 € du mégawattheure, donc on est bien au-dessus de ce qu'on pourrait espérer. Alors, on a appris au cours de nos auditions que le PR de Flamanville, lorsqu'il a été lancé, nous n'avions que 10% du design détaillé, c'est-à-dire les plans. Donc évidemment, il fallait s'attendre au fiasco industriel auquel nous avons eu affaire. Alors j'ai parlé de Flamanville, mais les EPR dans le monde, ce n'est pas beaucoup plus brillant. À l'heure actuelle, EDF investit dans Hinkley Point au Royaume-Uni. Et pour les 2 réacteurs en construction, on est pour l'instant sur une estimation de 31 à 35 milliards d'euros pour un chantier qui aura duré plus de 10 ans. Ils sont encore en construction. Hein. Et c'est une autre technologie que l'EPR de Flamanville. Ce qui nous amène sur le nouveau nucléaire et le fameux EPR2 qui est vendu comme une version simplifiée, mais c'est quand même un nouveau modèle et donc on s'expose à de nouveaux risques industriels. Où est-ce qu'on en est sur l'EPR2 ? La phase du basic design a été validée et donc on entre dans la phase du design détaillé, c'est-à-dire les plans précis pour commencer à construire. On nous dit qu'on les rendra d'ici 2030, mais qu'on va commencer quand même à couler le premier béton nucléaire à Penly en 2028, c'est-à-dire un petit peu avant. EDF dit qu'il se fixe pour objectif de construire un réacteur en 70 mois. EDF elle-même dit que c'est un objectif qui est ambitieux et atteignable. La direction interministérielle au nouveau nucléaire que nous avons auditionné dit que c'est un objectif challenging, chacun appréciera, et que l'effet de série devrait intervenir, l'effet de série sur lequel on compte, devrait intervenir à partir du 4e ou du 5e ou du 6e exemplaire, mais qu'en tout cas pour Penly, il ne fallait pas espérer construire en moins de 10 ans. Il se trouve que 10 ans, c'est le rythme mondial de construction d'un réacteur, et donc on peut s'interroger sur le sérieux de cette promesse de construire un EPR en seulement 70 mois. Ce qui a un impact sur les coûts, parce que, alors déjà si on parle uniquement de la partie chantier, on a eu une première estimation d'EDF pour uniquement les 6 premiers. On ne parle pas des 8 de plus qui peut-être un jour seront dans l'équation, mais pour les 6 premiers EPR2, 5,7 milliards, ça c'était l'estimation de 2020. Cette année, il y a eu une nouvelle estimation, 67,4 milliards, on a gagné, si je puis dire, 30% sur le devis. Et on attend une nouvelle estimation pour la fin de l'année, parce que visiblement, cette deuxième estimation n'a pas convaincu tout le monde. C'est quasi 70 milliards, c'est hors coût de financement. Or, RTE nous dit bien que, en fonction du taux que vous avez négocié et du délai de construction, eh bien, ce coût de financement, il pourrait faire en sorte de multiplier par 2 ou par 3 le prix de l'électricité au final. Donc, il ne me semble pas responsable du tout d'engager de tels travaux qui impliquent de telles sommes, sans y voir plus clair non seulement sur les montants, sur les modalités de financement, mais aussi sur les impacts sur les différents consommateurs. Et j'en viens donc aux différents consommateurs, à leurs factures et à l'impact du nucléaire sur ces factures. Nous savons tous ici qu'au 31 décembre 2025 prendra fin l'Arenh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, c'est-à-dire que à partir du 1er janvier 2026, EDF vendra l'intégralité de sa production électrique, nucléaire ou pas, sur le marché européen de l'électricité, et les fournisseurs de leur côté eh bien, achèteront tout sur le marché. Il n'y aura plus de vente directe d'EDF vers ses fournisseurs. Pour les entreprises, EDF a commencé à proposer cette année des contrats de moyen terme à 4 ou 5 ans. On a déjà 2600 contrats signés. Et puis pour ce qu'on appelle les énergo-intensifs, vraiment les entreprises qui ont besoin énormément d'énergie, il y a 2 dispositifs de plus. Ce qu'on appelle les CAPEN, les contrats d'allocation de la production nucléaire. Ce sont des contrats de partenariat industriel, c'est-à-dire que on parle d'entreprises qui ont les reins suffisamment solides pour mettre plusieurs millions d'euros sur la table, les donner à EDF pour investir dans la prolongation des centrales existantes, en échange de quoi elle bénéficierait de contrats à long terme de 10 à 15 ans. Alors, dans la négociation, ces énergo-intensifs que nous avons auditionnés nous disent que la négociation est un peu rude et que le prix proposé par EDF est 15 € du mégawattheure au-dessus de ce qu'ils espéraient de leur côté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a seulement 5 lettres d'intention qui ont été signées par des énergo-intensifs. L'autre dispositif, c'est la phase 2 d'Excelsium, qu'on connaît peut-être. C'est la même chose en gros, mais c'est un consortium en fait d'énergo-intensifs
énergo-intensifs qui se sont rassemblés pour faire cette avance en tête auprès d'EDF en contrepartie d'un contrat de long terme. Donc ces entreprises, bon, elles sont d'accord, faute de mieux, c'est-à-dire qu'elles espéraient plutôt un contrat pour différence qui avait été négocié par le gouvernement européen, par le gouvernement français au niveau européen, mais elles ne sont pas spécialement emballées et du coup on peut craindre un petit peu pour la décarbonation de nos process de production par l'électrification, s'inquiéter pour la réindustrialisation et d'éventuelles délocalisations. Sur le nouveau nucléaire, à l'inverse, ces énergo-intensifs ne sont pas du tout intéressés pour faire ces avances en tête et ne sont pas prêts à mettre un centime dans les nouveaux réacteurs. Je crois que malheureusement, le fiasco de Flamanville les a vaccinés. Mais on a malgré tout deux options sur la table de financement public et il manque encore l'arbitrage politique pour tout ça. D'un côté, la première option, c'est ce qu'on appelle désormais le modèle Dukovany, qui a été accepté pour de nouveaux réacteurs en Tchéquie, avec une première phase, un prêt à taux zéro de l'État auprès d'EDF pour la partie chantier, et une fois la mise en service effectuée, l'exploitation se ferait sous contrat pour différence, donc c'est-à-dire avec un soutien de l'État lorsque les prix de marché sont faibles, et à l'inverse, EDF reverserait des surplus à l'État quand les prix de marché sont élevés. Et la deuxième option, c'est à peu près la même, sauf qu'on remplace le prêt à taux zéro par une avance remboursable, c'est-à-dire qu'EDF ne rembourserait l'État que lorsqu'il fait des bénéfices. J'en viens à la dernière partie sur le fameux article 4, le dispositif post-ARENH qui a été battu en hémicycle et qui va concerner, là, cette fois-ci, l'ensemble des ménages, des collectivités et pour partie les entreprises, puisque dans les mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure, en fait, elles ne pourront pas s'approvisionner à 100% par ces contrats directs avec EDF. L'ARENH, à l'heure actuelle, par construction, même si l'État oblige seulement à vendre 100 TWh par la loi, par construction, c'est les 3/4 de l'électricité nucléaire d'EDF qui est vendue au prix de 42 € du mégawattheure. Ce qui fait que 50% de la part électron de la facture des ménages au TRV est fixée sur le tarif de l'ARENH. Demain, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en 2026, c'est 100% de cette part électron qu'on devra aller chercher sur les marchés de gros. Et malgré la réforme récente du marché européen de l'électricité, ce marché il sera encore beaucoup calqué sur les cours du gaz. Alors on a un dispositif avec deux seuils de captation des revenus nucléaires d'EDF, captation qui devra entraîner une ristourne, c'est ce que le gouvernement appelle le versement nucléaire universel. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Il y aurait deux seuils de captation. Un premier dit seuil de taxation avec une fourchette avec des coûts du nucléaire existant et ensuite une fourchette à plus 5 et plus 25 € du mégawattheure. Un deuxième seuil appelé seuil d'écrêtement. On repartirait des coûts du nucléaire existant et cette fois-ci la fourchette serait entre plus 35 et plus 55 €. Pour fixer les tarifs de taxation et d'écrêtement à l'intérieur de cette fourchette, ce serait un arrêté ministériel qui serait pris et qui prendrait en compte, donc, d'une part, les coûts de production du nucléaire existant. Mais là, il y a un premier sujet, puisque la CRE dit 60 € du mégawattheure, EDF conteste et dit 75 € du mégawattheure. Et on rajouterait les frais de prolongation du nucléaire existant, 4 à 5 milliards par an, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dette d'EDF, 55 milliards, et les investissements dans le nouveau nucléaire. EDF demande la moitié des à peu près 70 milliards du nouveau programme. En fait, on se retrouvait à peu près dans les fourchettes qui avaient été négociées par Bruno Le Maire avec EDF il y a un an, 78 € du mégawattheure pour le premier seuil, 110 pour le deuxième. Et on aurait donc deux captations. Au-dessus du premier seuil, 50% des revenus du nucléaire d'EDF captés pour être distribués. Au-dessus du deuxième seuil, 90% d'écrêtement pour être distribués. Et il faut comprendre qu'avant le premier seuil, qui va donc être très haut, il y a 0% de taxation des revenus d'EDF et 0 minoration appliquée sur la facture des consommateurs. Et que même le calcul de cette minoration, on ne comprend pas dans le dispositif comment il est fait, puisqu'il est finalement à la main, encore une fois, des ministres. Et il va être différent pour chacun. Alors, on a demandé au cabinet ministériel qu'on a auditionné s'il pouvait nous fournir des simulations de comment ça allait se passer et qu'est-ce que ça allait changer par rapport au système existant. Ils nous ont dit être incapables de nous les fournir, qu'il y avait trop de cas différents. On a interrogé M. Goldberg, économiste, qui nous dit que finalement, il est impossible de garantir le fameux prix cible de 70 € du mégawattheure qui est vendu dans l'exposé des motifs, mais sans justification, et que, toute chose égale par ailleurs, on pourrait s'attendre au 1er janvier 2026 à une hausse
hausse des factures de 10%. On a donc un dispositif qui n'a aucune prévisibilité, contrairement à ce qui est vendu, et met l'assurance quasi certaine d'une augmentation des factures. Donc je vais conclure là-dessus. Pour moi, l'article 4, ce dispositif post-ARENH, il a été largement battu en séance. J'appelle le gouvernement à ne pas passer en force et à proposer un projet de loi dédié pour discuter de cette question fondamentale. Avec mes collègues de la France Insoumise, dans notre niche fin novembre, nous allons proposer un texte de blocage des prix et de TRV basé sur les coûts de production. Et la deuxième demande, c'est une vraie loi de programmation énergie-climat pluriannuelle pour voter ou non la relance du nucléaire, compte tenu y compris de tous les éléments qu'on a dit là. C'était d'ailleurs une recommandation, une loi pluriannuelle de la commission d'enquête chez Schellenberger et Armand, qui est devenu ministre depuis. C'est un enjeu à la fois d'approvisionnement électrique pour le pays, d'accès à un bien de première nécessité et de décarbonation de notre économie. Je vous remercie.